Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on est le mercredi 1er juillet 2026 et notre cher ami, notre frère, Laith Marouf, est avec nous depuis Beyrouth. Bienvenue à nouveau, Laith. Ravi d'être avec vous, Nima. Je voudrais commencer par ce qui s'est passé au Liban, ce qui a surpris beaucoup de monde. Le gouvernement libanais a signé un protocole d'accord, une sorte de nouvelle feuille de route entre les deux gouvernements, le gouvernement libanais et le gouvernement israélien, ce qui va complètement à l'encontre de la première clause du protocole d'accord entre l'Iran et les États-Unis. D'après ce qu'on a vu jusqu'à présent, le président du Parlement libanais, Nabih Berri, a déclaré que personne n'appliquerait aucun des points de ce protocole. Et le Hezbollah y est opposé. Tout tourne autour du Hezbollah. C'est une question de désarmement du Hezbollah et de contrôle des actes de résistance. Quelle est, selon vous, la situation actuelle au Liban? Oui, enfin, le président Joseph Aoun et le premier ministre Nawaf Salam sont arrivés au pouvoir après l'assassinat de Saïd Hassan Nasrallah et de la direction de la branche militaire du Hezbollah, ainsi qu'après la chute de Damas entre les mains des escadrons de la mort wahhabite d'Al-Julani. C'était donc un moment de triomphe pour l'impérialisme et le sionisme dans la région. Et je pense qu'ils croyaient pouvoir forcer le Hezbollah à capituler dans ces conditions. Bien sûr, beaucoup de choses ont changé depuis janvier 2025. On a vu un énorme basculement dans l'équilibre des forces dans la région, après la victoire de l'Iran et de l'axe de la résistance dans la guerre contre les États-Unis et Israël. Alors, vous savez, ce mémorandum d'accord, on peut le voir comme un vœu pieux, un moment où les États-Unis et Israël essaient de précipiter des choses qu'ils auraient peut-être pu faire juste après la chute de Damas. Mais aujourd'hui, l'équilibre des forces dans la région s'est complètement inversé, à 180 degrés. Donc pour Salam et Joseph Aoun, c'est impossible à mettre en œuvre. L'axe de la résistance est en train de gagner du terrain ici. Tous ceux qui, après la guerre de 2024, la chute de Damas et tous ces assassinats, avaient eu peur, étaient restés silencieux et avaient laissé les États-Unis et Israël imposer quelque chose comme ça, eh bien, ils ont maintenant changé d'avis. Tous ceux qui hésitaient encore, qui restaient assis sur la clôture, sont maintenant du côté de la résistance. Donc on ne parle plus seulement du parti Amal ou du Hezbollah. Ils ont maintenant rallié le Parti socialiste, qui représente la grande majorité des Druzes du pays. Le parti Marada, ainsi qu'une partie des partis sunnites, rejettent eux aussi cette décision. On se retrouve donc avec une majorité de la population qui s'y oppose et une majorité de députés qui la rejettent également. Le gouvernement libanais n'a à ce stade aucun moyen de faire passer cette capitulation. Même l'armée libanaise, qui jusqu'à présent avait refusé tout ordre de confrontation avec le Hezbollah, affirme aujourd'hui sa position avec encore plus de fermeté. On dit que le Premier ministre et le Président essayent de destituer le chef d'état-major, le général Haikal, parce qu'il refuse d'obéir à leurs ordres de confronter les citoyens du Liban. Nous avons eu la visite du commandant du commandement central des troupes américaines en Asie occidentale, apparemment pour faire pression sur le général Haikal afin qu'il suive ses ordres, et il semble qu'il ait encore refusé. Maintenant, on entend des rumeurs sur la présence directe de troupes américaines au sol au Liban pour affronter le Hezbollah. Ce serait, à mon avis, un autre délire complet des Américains, parce que les États-Unis s'en sortiraient encore plus mal qu'Israël s'ils venaient ici pour occuper le Liban directement. Laith, quand on parle de la zone occupée par Israël, corrige-moi si je me trompe, c'est plus que la bande de Gaza, non? C'est au sud du fleuve Litani. Ils ont tracé une ligne jaune, mais c'est une zone immense d'ailleurs.
Est-ce que quelqu'un parle de cette zone, de sa taille et de ce qu'il cherche à faire exactement? Oui, eh bien, les cartes que les Israéliens dessinent ne correspondent pas vraiment à la réalité des zones qu'ils occupent. Ce qu'ils montrent, c'est ce qu'ils voudraient comme zone sans combattants du Hezbollah, sans résistance. Mais ce n'est pas la réalité de l'occupation sur le terrain. Ils occupent, oui, une grande zone, bien plus vaste que la bande de Gaza. Parce que la bande de Gaza, en fait, c'est une seule ville, littéralement, avec ses banlieues. C'est ça, la bande de Gaza. Et quand on parle de Rafah ou de Khan Younes, ce ne sont que des banlieues. Désolé de vous interrompre. Quatre que les saints ont publié. Oui, et ça ne correspond pas aux zones qu'ils occupent réellement. Alors quand on regarde la carte, la côte jusqu'à la ligne jaune, oui, là ils sont présents. Mais dès qu'on avance un peu plus à l'intérieur, ce n'est plus le cas. De la même façon, dans la zone centrale, ce n'est pas une zone qu'ils occupent entièrement. Ils n'en contrôlent qu'une moitié. Et encore une fois, c'est pareil dans le coin à l'ouest. Cette zone-là n'est pas occupée comme ça. C'est une ligne imaginaire, celle qu'ils voudraient avoir, mais qu'ils n'ont pas pour l'instant. Même aujourd'hui, il y a eu de violents affrontements et des soldats israéliens sont tombés dans une embuscade. Le Hezbollah résiste partout sur la carte. Et les Israéliens n'arrivent même pas à garder le contrôle des villages qu'ils occupent actuellement. Ce sont les villages de première ligne et de deuxième ligne, ceux qu'ils tiennent en ce moment, ainsi que quelques villages de troisième ligne autour de la zone. Mais c'est tout. Le reste, ce sont des zones disputées qu'ils ne contrôlent pas. Et c'est justement de ça que les Israéliens profitent. Du fait qu'il n'y a plus de médias sur le terrain, à cause du nombre de journalistes qu'ils ont tués ou pris pour cible. Même les médias de la résistance ne vont pas au-delà de cette ligne jaune, simplement parce qu'ils seraient attaqués. Mais les villages situés au sud de cette ligne ne sont pas tous occupés. L'un des points, l'un des paragraphes du protocole d'accord parle de l'aide militaire au Liban. Qu'est-ce que ça signifie pour le Liban? L'aide militaire des États-Unis au Liban, il doit bien y avoir une histoire derrière tout ça. Oui, oui. Je veux dire, l'armée libanaise a toujours reçu une aide militaire des États-Unis, mais ça se limite à quelques mitrailleuses et des avions Cessna, des avions à hélices, dont certains ont 20 ou 30 ans. Il y a même eu des hélicoptères qui se sont écrasés il y a quelques années. Donc les États-Unis ont toujours été prudents sur les armes qu'ils fournissent à l'armée libanaise, même quand il y a, disons, des généraux collaborateurs à sa tête. Parce que si on remet des armes à l'armée libanaise et qu'un jour un général patriote prend le commandement, cet équipement pourrait être utilisé contre la colonie sioniste. Alors, même aujourd'hui, alors que les États-Unis ont besoin de l'armée libanaise pour affronter le Hezbollah, ils ne peuvent pas se permettre de lui donner des armes réellement efficaces. Je ne pense pas qu'il y aura un changement soudain de cette politique, surtout après les déclarations du général Haïkal, qui était très patriotique, contre toute collaboration, contre l'idée d'affronter la population libanaise ou d'utiliser les armes de l'armée libanaise contre son propre peuple. Donc non, je ne crois pas que ça va arriver. C'est pour ça qu'on a commencé à entendre cette illusion selon laquelle des troupes américaines débarqueraient au Liban pour affronter le Hezbollah. Et pour ceux qui ne s'en souviennent pas, la dernière fois que les États-Unis ont occupé le Liban, c'était en 1982. Ça s'est terminé avec l'explosion des casernes. Les marines américains ont perdu plus de 220 soldats d'un seul coup. À l'époque, le président Reagan a retiré les troupes, la queue entre les jambes.
Alors si l'establishment américain est assez stupide pour envoyer à nouveau des soldats au Liban, ils deviendront des cibles faciles pour la résistance. Si on regarde l'armée libanaise et qu'on compare ces trois grandes composantes, en gros, les chiites, les sunnites et les chrétiens, quelle est la répartition des forces dans cette armée? Eh bien, environ 55 à 60% des soldats et des officiers sont chiites. D'accord. Donc ça correspond bien sûr au vrai recensement de la population. Mais il n'y a pas eu de recensement au Liban depuis 1942. Donc il est impossible que l'armée libanaise affronte le Hezbollah. Si elle le faisait, il y aurait une mutinerie des officiers et des soldats, et l'armée libanaise cesserait tout simplement d'exister. Et c'est, je pense, pour cette raison que la direction de l'armée libanaise est assez intelligente pour ne pas se jeter dans ce qui serait en fait un suicide. Et c'est aussi pourquoi, peu importe ce que les États-Unis essayent, ou ce que le président ou le premier ministre du Liban tente pour convaincre l'armée libanaise d'affronter le Hezbollah, ils n'y parviendront pas. Vous savez, on a aussi vu comment, parce que les Israéliens connaissaient cette réalité, ils ont assassiné des officiers de l'armée libanaise au cours des 3 derniers mois. Le plus connu d'entre eux, c'était le brigadier, le maréchal de terrain responsable du secteur ouest du Sud-Liban. Il était aussi chargé des mécanismes de communication avec les Israéliens, les Américains et les Français. Donc c'était bien un assassinat ciblé, parce que c'est un général chiite, et ils ont peut-être vu en lui un obstacle à la collaboration de l'armée libanaise avec les sionistes et les Américains. Et ça s'est produit plusieurs fois ces 3 derniers mois. Différents officiers de l'armée libanaise ont été assassinés par les Israéliens. Mais ça ne suffit pas. Quand on parle de 55-60% de la population qui est chiite, ce n'est pas en tuant un seul officier que ça va changer quoi que ce soit. Cela voudrait dire aller directement en guerre contre l'armée libanaise. Et ni les États-Unis ni Israël ne sont prêts pour ça. Il est dit que les États-Unis vont coopérer avec le gouvernement libanais pour s'en prendre financièrement aux actes de résistance, comme si c'était quelque chose de nouveau. Moi, je pense que depuis le premier jour, ils essayent déjà de le faire. Est-ce vraiment nouveau? Non, non. Au contraire, vous avez raison. Ça dure depuis des décennies maintenant. La dernière tentative pour briser la résistance sur le plan financier, c'était vers 2018-2019, quand cette crise économique fabriquée a éclaté au Liban. Les banquiers collaborateurs ont alors escroqué la population libanaise et transféré l'argent du pays vers des banques suisses et françaises. Et même cet épisode-là a en réalité renforcé l'importance du Hezbollah et de ses finances, parce qu'une part encore plus grande de la population libanaise a commencé à dépendre de ses services, que ce soit la banque, la santé, l'éducation, l'alimentation ou le logement. Aujourd'hui, à mes yeux, le Hezbollah est devenu le principal fournisseur de services sociaux au Liban. Et si les États-Unis et Israël continuent d'attaquer le Hezbollah, ses finances et ses services sociaux, eh bien ça ne fait qu'augmenter le nombre de gens qui détestent les États-Unis et Israël à cause de la générosité dont le Hezbollah a fait preuve envers la population. Et puis c'est impossible, vous savez, de couper le flux d'argent vers le Liban, parce qu'en réalité, tout le pays fonctionne comme un marché noir. Personne ne paie d'impôts, nulle part. Tous les produits qui entrent dans le pays arrivent en petite cargaison. De petits commerçants importent un produit et le revendent sur le marché à différents distributeurs, sans rien verser non plus à l'État. Donc,
Le Liban a toujours été en quelque sorte un marché noir depuis 1942. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas changer du jour au lendemain, non? Il faudra des années et des années de construction institutionnelle dans le pays pour que le marché noir et les mouvements d'argent cessent. Alors, comment vont-ils couper les fonds du Hezbollah? C'est encore une illusion. Mais on a vu de nouvelles sanctions tomber contre des opposants politiques du Premier ministre Salam et du président Aoun, dont l'un est le chef du parti Marada, Sleiman Frangieh. Et la famille Frangieh est chrétienne. Donc, voir les États-Unis en arriver à sanctionner des dirigeants chrétiens et druzes dans le pays, simplement parce qu'ils sont alignés avec le Hezbollah et son projet de libération, c'est en réalité un signe de faiblesse. Parce que, très bientôt, il n'y aura plus personne avec qui les Américains pourront travailler, puisque tout le monde sera sur la liste des sanctions. Laith, on sait que, corrigez-moi si je me trompe, quelque chose comme 200 000 personnes du sud du Liban ont été déplacées pendant la guerre, pendant ce genre de conflit dans le sud du pays. Et ces gens veulent rentrer chez eux. Leurs maisons ont été détruites et beaucoup de villages, des villages anciens, ont été rasés par les Israéliens. Ils bombardaient avec leurs avions de chasse, détruisant tout sur leur passage. Et maintenant, ces gens veulent revenir. Et en ce moment, en cherchant d'une certaine manière à légitimer, enfin, je ne pense pas qu'il s'agisse de légitimer l'occupation, ils doivent faire ratifier l'accord au Parlement. Sans ça, il n'est pas possible de formaliser ce type d'accord. C'est bien ça? Oui, il y a déjà des contestations sur la constitutionnalité de toute cette négociation menée par Navaf Salam et Joseph Aoun, parce qu'elle est inconstitutionnelle dès le départ. Le Premier ministre n'a pas demandé l'autorisation d'ouvrir des négociations. Il doit convoquer le Conseil des ministres, faire voter la décision d'engager des discussions, puis obtenir le mandat du gouvernement pour négocier au nom de la nation, ce qu'il n'a pas fait. Et bien sûr, tout accord qui en découle doit respecter la constitution du Liban et l'accord de Taïf. Or, l'accord de Taïf désigne Israël comme un ennemi de l'État libanais. Alors, comment peut-on négocier avec l'ennemi de l'État libanais? Et comment peut-on négocier directement? On pourrait négocier. C'est quoi l'accord de Taïf, Laith? Alors, l'accord de Taïf, c'est en fait le compromis constitutionnel qui a mis fin à ce qu'on appelle la guerre civile, en 1990. À ce moment-là, toutes les parties libanaises se sont réunies à Taïf, en Arabie Saoudite, et ont mis en place une sorte de structure de gouvernance provisoire pour le pays. C'est ce texte qui définit la constitution actuelle, celle qui détermine qui devient président, Ryer, qui devient Premier ministre, et quelles sont les limites de chaque fonction au sein du gouvernement. Et dans cet accord, il est aussi précisé qu'Israël est considéré comme un ennemi et une force d'occupation, et qu'il ne doit pas y avoir de contact direct avec lui. C'est pour ça que, chaque fois qu'il y avait des négociations entre le Liban et Israël, elles se faisaient toujours de manière indirecte, avec un intermédiaire entre les deux, comme les États-Unis ou les Nations Unies. Ils ne se retrouvaient jamais dans la même pièce. Or, cette fois, on a vu l'ambassadrice du Liban à Washington assise dans la même salle que les Israéliens, en train de négocier directement avec eux. C'est donc une violation de la Constitution, issue de l'accord de Taïf de 1990 dès la première étape. Et enfin, bien sûr, tout accord de ce type doit être ratifié par le Parlement, ce qui est impossible puisque la majorité des députés voteront contre. Donc cet accord est inconstitutionnel dès le départ, depuis le tout début des négociations. Il reste inconstitutionnel aujourd'hui, et en quelque sorte, il est mort-né.
C'est pour ça que, pour l'instant, la seule chose que fait cet accord, c'est servir la guerre de propagande des sionistes, et rien d'autre. Aucun fait concret ne peut être établi sur le terrain pour faire exister cet accord sans une confrontation militaire directe et la défaite du Hezbollah. Ce qui n'arrivera pas. Israël ne peut pas rendre cette défaite réelle. L'armée libanaise ne le fera pas. Et les États-Unis, même s'ils interviennent ici, ne pourront rien faire de mieux que ce qu'Israël a déjà fait. Oui, la reconstruction de ces villes et villages dans le sud du Liban dépend entièrement du désarmement du Hezbollah. C'est ce qui est écrit dans l'accord. Et franchement, le gouvernement m'étonne. Disons qu'ils essayent d'une certaine manière de se rapprocher des États-Unis, d'Israël et tout ça. Mais au bout du compte, il faut être pragmatique. Il faut montrer quelque chose au peuple libanais. Si on dit que la reconstruction du Liban passe par le désarmement du Hezbollah, c'est impossible. Ça veut dire qu'on n'y arrivera jamais. Alors, quel est ce raisonnement? D'après ce que je comprends, le gouvernement essaye de tout contrôler. Par exemple, il ne veut pas que le Hezbollah reconstruise le sud du Liban, parce qu'il veut obtenir des fonds d'autres sources, essentiellement des États-Unis. Et ça, c'est une recette pour le désastre pour le peuple libanais. Est-ce qu'il existe une solution pragmatique à tout ça, à ce qui se passe aujourd'hui au Liban? Eh bien, après la guerre de 2006, le Hezbollah, avec ses alliés, a reconstruit tout le sud du Liban et la Dahiyeh, la banlieue sud de Beyrouth, sans un seul centime venant du gouvernement libanais. Donc je ne pense pas que quelqu'un, ni dans le sud du Liban, ni à la Dahiyeh, s'imagine que cette fois le gouvernement libanais fera mieux ou que ses grands alliés, les Français, les Américains ou les Saoudiens, vont aider à la reconstruction. Ça n'arrivera pas. Tout le monde attend la fin des hostilités et tout le monde sait déjà que ce seront le Hezbollah, ses alliés et l'axe de la résistance qui financeront la reconstruction. Et ce sera une reconstruction rapide, exactement comme en 2006. En attendant, vous savez, même pendant le cessez-le-feu de 2025, beaucoup de villageois ont essayé de reconstruire avec leur propre argent. Et le gouvernement de Nawaf Salam les en a empêchés. Ils ont envoyé la police et l'armée pour stopper les gens qui voulaient rebâtir leurs maisons. Il y a eu des affrontements entre les villageois, la police et les militaires. Donc pour moi, c'est un exemple très clair de ce que Nawaf Salam ferait en cas de cessez-le-feu. Même si le Hezbollah déposait les armes, ce qu'il ne fera pas. Nawaf Salam ferait de la politique avec la reconstruction des maisons et il bloquerait le retour de la population chiite dans le sud. Et ça, c'est en partie ce que veulent les Israéliens. Ils veulent modifier la démographie du sud du Liban. Mais la population ne laissera pas faire. Laïth, l'une des principales raisons pour lesquelles les Israéliens, les Américains et en gros les Français exercent des pressions, c'est la question du Hezbollah. Ils disent que le Hezbollah ne fait pas partie du gouvernement, que le Hezbollah fait ci, fait ça. Quand on regarde la politique du Hezbollah et la façon dont il agit au Liban, est-ce que tu penses que, disons que l'occupation s'arrête demain, ce qui me paraît impossible, qu'est-ce qui arriverait alors au Hezbollah et au gouvernement libanais? Et quelle serait, selon toi, la combinaison de forces au Liban pour former une sorte de gouvernement unifié? Et je pense que la structure qu'on voit en ce moment, il y a beaucoup de problèmes avec la structure du Liban, parce qu'elle dit que le Premier ministre ou le président doit être chrétien, le président du Parlement musulman, quelque chose comme ça. Ça, déjà, il faut le modifier, il faut l'ajuster. Ensuite, il faut aller plus loin, définir une nouvelle structure pour le système politique, pour l'armée du Liban. Est-ce qu'il y a une discussion dans ce sens-là?
Oui, il y a eu des discussions depuis 2018 pour changer la Constitution et le processus électoral, pour que les gens puissent élire qui ils veulent, qu'ils ne soient plus obligés de voter pour quelqu'un de leur propre communauté. Et à chaque fois que le Hezbollah poussait pour ces réformes, les partis alliés aux États-Unis s'y opposaient et bloquaient tout. Ce que je m'attends à voir à la fin de cette guerre, quand elle se terminera, c'est que le Hezbollah et les mouvements patriotiques du pays devront s'assurer que ceux qui ont trahi le Liban pendant la guerre en paient le prix. J'ai l'impression que jusqu'à présent, le Hezbollah a retenu les gens. Il y a eu des manifestations presque tous les jours, et le Hezbollah dit maintenant à ses partisans de ne plus y aller, parce qu'il ne veut pas d'affrontements internes dans le pays, alors qu'un ennemi extérieur avance dans le sud. Mais une fois la guerre terminée, Nawaf Salam et Joseph Aoun devront en payer le prix. Et je pense que cette fois, le Hezbollah, contrairement à l'an 2000, quand il avait libéré le Liban et choisi de ne pas prendre le pouvoir, prendra le contrôle du gouvernement avec ses alliés. Il imposera alors les changements nécessaires pour que le pays ne retombe pas sans cesse dans les mêmes problèmes. Je ne sais pas si certains des opposants au Hezbollah vont prendre les armes et essayer de l'en empêcher, mais je ne pense pas qu'ils soient assez nombreux. Ces milices qui s'opposent au Hezbollah dans le pays ne sont pas en mesure d'être efficaces. Et s'ils décident de riposter ou quelque chose du genre, ils s'exposeraient à être anéantis. Donc, toute la bienveillance dont le Hezbollah a pu bénéficier à la fin de l'occupation, en 2000, va disparaître. Et ceux qui ont collaboré au sein du gouvernement libanais, qui ont aidé à tuer des civils libanais ou des membres du Hezbollah, que ce soit en coordonnant avec l'ennemi ou en leur donnant des informations sur les positions, devront en payer le prix. Cette fois, il ne sera plus question de simplement pardonner à ceux qui ont collaboré. Laith, comment vois-tu la situation en Syrie? Est-ce qu'il y a un mouvement particulier en Irak? Certains disent qu'on essaie de manipuler la situation en Irak pour affaiblir les actes de résistance. Ensuite, on pousserait les forces syriennes à agir dans le nord du Liban pour réduire l'influence du Hezbollah dans le pays. Peut-être même qu'on chercherait à attaquer des deux côtés, depuis le nord et depuis le sud du Liban. Quelle est ta lecture de tout ça? Oui, la situation en Irak. Évidemment, les États-Unis essaient de débarrasser le pays de la résistance. Mais ça ne marchera pas. C'est ça, le problème pour les Américains en ce moment. Leurs ambitions dépassent la réalité, d'accord? Peut-être qu'il y a quelques années, ça aurait pu fonctionner. Mais aujourd'hui, tout a complètement changé. En plus, l'armée irakienne elle-même a été formée par l'Iran après l'invasion de Daesh. Les groupes de résistance comme Al-Hashd al-Sha'bi, les unités de mobilisation populaire, ce sont eux qui ont réellement vaincu Daesh avec l'aide de l'Iran et du Hezbollah. Alors, essayer d'éliminer Al-Hashd al-Sha'bi en utilisant la police locale ou l'armée, c'est une manœuvre suicidaire. Et ni l'armée irakienne, ni les forces de police ne sont prêtes pour une telle confrontation. C'est pour ça qu'on a vu ces derniers jours que la priorité du nouveau Premier ministre, c'est d'arrêter et d'emprisonner ses opposants politiques, et non pas les chefs de milices ou de groupes armés. Parce que s'il faisait ça, ces groupes réagiraient immédiatement, et ces forces militaires et policières ne sont pas prêtes à intervenir. Et c'est aussi pour cette raison qu'on a entendu le Premier ministre dire que les PMU et le Hezbollah irakien, entre autres, ont jusqu'à la mi-septembre pour déposer les armes. Alors, d'ici là, qui peut savoir ce qui va se passer?
Combien de conflits auront éclaté d'ici là? Est-ce que l'Irak sera entraîné dans ces guerres? Et que fera l'Iran si le gouvernement irakien continue d'agir de manière aussi complaisante? Je ne pense pas que l'Iran laissera un nouveau régime à la Saddam Hussein naître en Irak. Donc, même si l'Iran n'aime pas intervenir dans la politique intérieure des autres pays, il ne permettra certainement pas qu'un autre Saddam Hussein prenne le contrôle du pays. Et on l'a bien vu quand Daesh a envahi l'Irak. L'armée iranienne a bougé tout de suite. Elle n'est pas restée simple spectatrice, elle s'est engagée dans le combat. La Syrie, elle, est très fragile. Al-Julani ne peut pas vraiment faire grand-chose pour aider les Israéliens, même s'il le voulait. Il y a une rébellion armée dans le sud du pays, dans la région de Deraa, là où Al-Julani a pris le nom d'Al-Shara. La tribu Al-Shara, ou la famille Al-Shara, c'est l'une des plus grandes du sud du pays. Ce sont des gens très patriotes. Et maintenant, il les laisse tomber sous les bombardements israéliens. Du coup, même cette image associée au nom Al-Shara va se retourner contre lui, parce que la tribu Al-Shara devient aujourd'hui victime de l'occupation et de la colonisation israélienne. Plus il utilise le nom Al-Shara, alors que les membres de cette famille sont des victimes, plus il s'affaiblit. Voilà, ça c'est un point. Il y a aussi Al-Suwaïda, dans le sud, la région druze, qui échappe au contrôle d'Al-Julani. Il y a beaucoup de zones côtières aussi qui ne sont plus sous son contrôle. Et si Al-Julani déplace une partie de ses troupes pour attaquer le Liban, d'autres régions de Syrie se révolteront. Et d'ailleurs, il faut que certains téléspectateurs comprennent bien ceci. Quand le gouvernement de Bachar al-Assad s'est effondré à Damas, de nombreux généraux syriens, avec leurs véhicules blindés et leurs chars, ont traversé la frontière, à la fois vers le Liban et vers l'Irak. Il y a environ 30 000 officiers et soldats syriens, avec leur matériel en Irak, et entre 40 et 50 000 autres en Syrie. Ils sont restés discrets jusqu'à présent. Mais s'il y a une attaque contre l'Irak ou contre le Liban, menée par Al-Julani et les Américains, ces troupes, ces officiers et leur équipement entreront en action. Donc, à mon avis, il y a beaucoup de choses que les Américains n'ont pas bien évaluées. Israël attaque la Syrie. Al-Julani tue des Syriens. Il y a de nouvelles factions de Daesh. Elles se battent activement entre elles. Mais qui sont ces gens? Qui sont ces nouvelles factions en Syrie? Il me semble qu'avant d'arriver à Damas, elles étaient toutes ensemble. Elles étaient toutes à Idlib, et maintenant, elles se battent entre elles. Qui sont ces gens? Est-ce qu'ils viennent d'Asie centrale, de certaines régions de Chine? Oui, presque tous les combattants étrangers ont déjà été extraits de Syrie. Il en reste encore quelques-uns, mais la plupart ont été sortis du pays par la Turquie et envoyés au Sahel, dans la région de la Somalie et dans celle du Soudan, pour continuer les massacres qui s'y déroulent et la déstabilisation de ces pays au nom des États-Unis et d'Israël. C'est en partie pour cette raison qu'Al-Julani devient aujourd'hui plus faible qu'avant. Il n'a plus beaucoup de combattants étrangers dans le pays. Quant à cette mise en scène autour de Daesh qui attaquerait les soldats de Julani dans le désert, je pense que c'est surtout du théâtre. Ils ont besoin d'une excuse pour expliquer pourquoi Al-Julani ne défend pas Daraa, d'où sa famille chariatique serait censée venir. Eh bien, il est simplement occupé à combattre Daesh. Et en réalité, il n'y a pas de vrai combat entre Daesh et Al-Julani. C'est la même chose. Moi, j'aime les appeler des milices caméléons ou des contras qui changent juste de couleur et d'écusson sur l'épaule, selon le jour, selon les ordres de leur maître. Donc, Daesh, le Front al-Nosra, Al-Qaïda, tout ça, ce sont des organisations fabriquées par les services de renseignement. Et elles changent juste d'apparence au fil du temps.
À mes yeux, il n'y a pas de véritables affrontements entre les troupes de Daesh et celles du front al-Nusra. C'est simplement de la propagande médiatique pour trouver des excuses au fait qu'al-Julani ne défend pas le sud de la Syrie contre les attaques et l'occupation israélienne. Enfin, je dirais que quand on parle des troupes qu'al-Julani a actuellement sous son commandement, il y en a environ 70 000. Et ça, ce n'est même pas suffisant pour diriger la circulation dans un pays aussi grand que la Syrie. Donc c'est une gouvernance très très faible. C'est pour ça que la police turque et l'armée turque sont celles qui tiennent les rênes dans une grande partie du nord de la Syrie. Il y a de petits postes de police turcs dans le nord. À Alep, à Idlib et ailleurs, parce que al-Julani n'a même pas assez de personnel pour faire ce travail. al-Julani can't even find enough staff to do that work. Who has the upper hand, Laith, when it comes to al-Julani? Qui a vraiment la main quand on parle d'al-Julani et de son gouvernement? Est-ce les États-Unis? Est-ce la Turquie? Et comment voyez-vous la coopération entre les deux en Syrie? Parce que, quand on parle d'une attaque contre le Liban, d'après ce qu'on a vu et entendu du côté du gouvernement turc, ils disent clairement non. Ils disent « vous n'irez pas aussi loin, vous n'irez pas contre le Hezbollah ». Ils soutiennent le Hezbollah dans sa lutte contre l'occupation israélienne. Du moins, c'est ce que dit Erdogan. Il n'y a rien de concret pour l'instant, mais dans le discours, ils soutiennent le Hezbollah. Comment voyez-vous cela? Oui, enfin, écoute, évidemment, tu as raison. Il y a toujours eu une énorme différence entre ce que disent Erdogan et le gouvernement turc et ce qu'ils font réellement. Le grand basculement du pouvoir en Asie occidentale, provoqué par la victoire de l'Iran dans la guerre de 44 jours, alimente ce ton de plus en plus affirmé dans les discours d'Erdogan. Mais sur le terrain, rien ne change vraiment. Vous savez, je pense que le régime d'al-Julani s'effondrerait si la Turquie cessait de le soutenir, ne serait-ce qu'un seul jour. Et ce n'est pas seulement une question d'aide militaire, c'est aussi une question financière. Aujourd'hui encore, la Syrie n'exporte ni pétrole ni gaz, et elle n'a pas réparé les dégâts subis, la destruction de sa base agricole et de sa base industrielle. Il n'y a pas de travail, pas d'emploi, pas de nourriture. Et une grande partie des produits qui comblent aujourd'hui le vide sur le marché syrien viennent de Turquie. Donc si la Turquie décidait d'arrêter ses exportations vers la Syrie, la population syrienne mourrait de faim, non? Donc la Turquie a le plus d'influence sur le régime dirigé par al-Julani, suivi par les États-Unis. Et maintenant, on dirait qu'il y a aussi le début d'un accord entre l'Arabie saoudite et la Turquie, alors qu'elles étaient auparavant adversaires dans la région, entre la mouvance des frères musulmans et le discours wahhabite. Aujourd'hui, on voit une forme d'alignement entre les deux. Alors, je ne sais pas, qui a plus d'influence qu'Erdogan? Je ne pense pas qu'il y ait qui que ce soit qui ait plus de poids qu'Erdogan dans le régime d'al-Julani. Et donc, si on voit cette poursuite des attaques menées depuis la Syrie par Israël, c'est parce qu'Erdogan le permet. Il y a en quelque sorte un accord de partage du pouvoir avec Israël. Israël contrôle le sud, la Turquie contrôle le nord, et le centre du pays est presque une zone de non-droit, dirigée par al-Julani. Il me semble qu'Israël trouve la Syrie plus facile à gérer que le Liban, parce qu'en ce moment, ils peuvent envoyer leurs colons dans cette région. Pensez-vous qu'ils veulent vraiment envoyer des colons en Syrie pour occuper le pays sous le nouveau régime d'al-Julani, avec le soutien de la Turquie? Je pense qu'Israël s'emparerait de n'importe quelle terre sur laquelle il peut mettre la main, là où personne ne lui résiste. Et évidemment, comme on le voit, une forme de résistance commence à émerger dans le sud de la Syrie,
hors du contrôle d'Al-Joulani. Ces 3 ou 4 jours d'affrontements qu'on a observés dans la province de Daraa montrent qu'une résistance solide est en train de naître dans ce vide, là où Al-Joulani n'envoie pas ses troupes défendre les frontières du pays. Et donc, même si le Hezbollah et l'axe de la résistance essayaient depuis des années d'y établir une base, l'obstacle principal, c'était qu'ils ne trouvaient pas de population locale prête à faire partie de cette résistance. C'est pour ça que des combattants chiites et d'autres venus de l'extérieur du sud de la Syrie sont intervenus pour défendre la région. Aujourd'hui, on voit apparaître les débuts d'une milice locale qui commence à riposter contre les Israéliens. L'axe de la résistance pourrait bien se rapprocher de cette nouvelle formation et chercher des moyens de lui apporter une aide financière et militaire pour défendre le sud de la Syrie. Et vous savez, c'est exactement le scénario que redoutent les Israéliens. C'est pour cette raison qu'ils essaient de construire une alliance à Soueïda afin de bloquer les routes d'approvisionnement qui pourraient relier l'axe de la résistance à Deraa. Laith, comment le Liban perçoit-il le protocole d'accord entre l'Iran, les États-Unis et Israël? Parce qu'après la signature de ce protocole, après avoir vu celui d'Israël, le président du Parlement libanais a déclaré que pour nous, le point essentiel, c'est la première clause de l'accord entre l'Iran et les États-Unis. C'est ça la véritable avancée. C'est ce que nous recherchons. Et plus largement, comment les Libanais voient-ils ce qui se passe entre l'Iran et les États-Unis? Je pense que tout le monde regarde et comprend que la guerre n'est pas encore terminée. On commence à voir des fissures apparaître à l'intérieur de l'ordre impérialiste, que ce soit entre Kushner et J.D. Vance, qui négocient sur des voies différentes, ou dans les désaccords qui émergent entre l'armée et le gouvernement américain. On voit aussi les intérêts des sionistes entrer en conflit avec ceux des impérialistes dans la région. Tout cela montre qu'aucune des décisions écrites en ce moment ne sera vraiment appliquée parce qu'il n'y a pas de direction claire et qu'il existe des luttes internes dans tout l'axe du côté impérialiste. Même quand on regarde les vassaux locaux des États-Unis, on voit bien qu'ils changent sans cesse de position ou qu'ils essayent simplement de se sauver, comme sur un navire en train de couler. Je pense que dans les prochains jours ou les prochaines semaines, peut-être même d'ici la fin de la Coupe du Monde, on assistera à une confrontation totale dans la région, avec l'Iran impliqué. Je ne crois pas que les combats au sud Liban s'arrêteront, même pas un seul jour. Les États-Unis et Israël essaient de créer des faits sur le terrain pendant cette accalmie, à ce moment de pause, alors qu'on voit une tentative de coup d'État ou d'épuration en Irak, la possibilité d'attaque contre le Yémen, et maintenant les tensions qu'ils attisent au Liban. C'est ce que font les États-Unis et Israël pendant cette période de calme. Et donc, il est clair que l'Iran ne peut pas simplement rester spectateur pendant que ses alliés se font écraser, alors même qu'il est en pleine négociation. C'est pour ça que je pense qu'on va très bientôt replonger dans une confrontation militaire totale dans la région. Yeah. Unfortunately, I feel the same way. Yeah. Malheureusement, je ressens la même chose. Merci beaucoup, Laith, d'avoir été avec nous aujourd'hui. C'était un vrai plaisir. Rendez-vous sur freepalestine.video et suivez Laith ainsi que Free Palestine TV sur YouTube. Et si vous voulez apporter un soutien supplémentaire, allez sur freepalestine.video, juste sous son nom. freepalestine.video et soutenez Laith. Il fait un travail remarquable. Il est allé en Espagne. Avant de conclure, parle-nous un peu de ce qui s'est passé en Europe. Qu'as-tu fait là-bas? Quel en a été le résultat? Et comment peut-on découvrir ton reportage? Yes, the teams are right now editing
Oui, oui. En ce moment, les équipes sont en train de monter tous ces mini-documentaires qu'on a tournés au Portugal et en Espagne. On a filmé sur les mouvements pour la Palestine et sur le camp pro-axe de la résistance dans les deux pays. On a aussi tourné certaines choses qui m'ont vraiment choqué, comme de nouvelles colonies réservées uniquement aux Juifs, en train d'être construites au Portugal, avec des zones clôturées, littéralement des colonies. Et on a filmé des usines qui produisent le phosphore blanc utilisé contre des civils au Liban et en Palestine. Cette usine se trouvait juste à l'extérieur de Barcelone, en Espagne. Il y a eu quelques surprises pour moi, même pendant la phase de recherche, quand j'ai découvert que la plus ancienne ville de toute l'Europe s'appelle Cadix. Elle se trouve dans le sud de ce qu'on appelle aujourd'hui l'Espagne, et elle a été construite par les Cananéens il y a environ 6000 ans. Alors, vous savez, et pour ceux qui ne le savent pas, la seule capitale de toute l'Europe qui a été construite de toutes pièces par les peuples arabes, les Arabes musulmans, c'est Madrid. Donc Madrid, qui abrite aujourd'hui essentiellement les nationalistes et les fascistes d'Espagne, a été entièrement bâtie par les Arabes, à partir de rien. Avant cela, c'était qu'une petite oasis sans importance. Il y a donc beaucoup de leçons d'histoire qui montrent à quel point la relation entre l'ouest et l'est de la Méditerranée est ancienne, qu'elle remonte à plus de 6000 ans, et à quel point la situation actuelle, avec l'Espagne et le Portugal dans le camp impérialiste, est en réalité très artificielle. J'espère que les gens apprécieront tous les documentaires que nous avons produits, ainsi que les entretiens que nous avons réalisés avec les militants et les historiens des deux pays. Ce sont de très beaux pays, avec des peuples magnifiques. Espérons qu'ils puissent, eux aussi, se libérer du contrôle sioniste et impérialiste. Merci beaucoup, Laith. À très bientôt. Merci Nima, à très bientôt. Au revoir.